Franchement, Chaviré de Lola Lafont, ce livre a quelque chose de rare. J'ai vraiment trouvé que la dernière page venait accomplir quelque chose avec cette histoire qui s'achève sur cet apaisement complètement libérateur. Oui, c'est vrai, je suis bien d'accord. Moi, je trouve que c'est un livre qui se referme avec le sourire aux lèvres, avec l'œil un peu embué, parce qu'il offre ce qui, à mon avis, est assez rare en littérature et qui est une vraie et profonde consolation. Ouais, c'est la force du bouquin qui vient en ça un peu répondre à la question qui soulève. Oui. Quelle parole poser face au drame? Cléo passe sa vie à refuser de parler du traumatisme qu'elle a vécu dans son adolescence, parce qu'elle ne s'en sent pas légitime. Parce que tout n'a pas été rose pendant les déjeuners. J'y ai pensé à raconter. Je n'ai pas le bon... Comment je dirais ça? La bonne histoire. C'est pas la bonne histoire, vous comprenez? Personne ne va me plaindre avec ce que j'ai à dire. On va me juger. C'est normal. J'ai pas été toute blanche. J'ai pas été toute blanche. Tout l'enjeu de ce livre, c'est comment la parole va enfin permettre aux personnages de clarifier ce que les bourreaux et les complices ont embrouillé. La victime, le coupable, le complice. C'est la vraie question de ce livre qui m'a beaucoup interrogé. Comment avoir une parole belle et claire, qui ne fait pas de nous des complices, une parole qui trace une ligne droite dans le réel, pour que mon oui soit un oui et mon non soit un non. On vous invite à lire ce livre avec cette idée en tête. Vous avez entre les mains une longue enquête sur ce que les mots peuvent guérir. Chaviré est le 6e roman de l'écrivaine française Lola Lafont. Il a été publié chez Actes Sud en 2020. Et il s'ouvre non pas sur une, ni deux, mais bien 3 épigraphes. Le philosophe contemporain Jacques Derrida, l'écrivain romantique Alfred de Musset et l'auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Goldman nous donnent 2 éléments essentiels. Il va être question de pardon et des années 80. L'héroïne s'appelle Cléo. En 1984, elle a 13 ans, elle fait du modern jazz dans une MJC sur Grand Master Flash. Et trouve ses parents d'une banalité à pleurer. Elle aspire à plus. Ça tombe bien, Cathy, trop vieille pour être sa copine, trop chic pour être sa mère, la repère à la sortie du cours de danse. Cathy, qui ne supporte pas la médiocrité et porte opium d'Yves Saint-Laurent, travaille pour une fondation qui aide des adolescentes exceptionnelles à réaliser leurs rêves. Et juste comme ça, l'implacable mécanique de l'emprise est lancée. Car pour obtenir la bourse, Cléo doit prouver sa motivation et sa maturité auprès des membres d'un jury qui ne rend jamais son délibéré. Poussée par Cathy, elle entraîne d'autres filles avec elle. Ce roman, qui se déploie sur 3 périodes de la vie de Cléo, traite d'abus sexuels et de pédocriminalité. Lola Lafont décompose ainsi un système bien huilé, celui qui parvient à faire peser le sentiment de culpabilité sur les épaules d'une victime de 13 ans et non sur celle des bourreaux. Chaviré, pour Lola Lafont, c'est porter un secret qui empêche de vivre. Avant le drame, pendant le drame, après le drame, personne ne parle. Les personnages masquent la réalité avec du silence. D'abord, il y a ceux qui traumatisent, qui sont passés maîtres dans l'art des périphrases, dans la manipulation du langage. Il y a l'entourage, complètement aveugle, qui refuse de poser des questions, de s'enquérir de ceux qui lui ont été confiés. Il y a les amis qui jugent. Il y a les médecins qui soignent les ecchymoses sans rien dire. Il y a les accessoiristes du cabaret qui nettoient sans questionner le mascara qui a coulé. Et puis il y a les victimes aussi, bien sûr, qui n'osent rien avouer et qui se reconnaissent entre elles sans se parler parce qu'elles ont bien compris ce qu'on leur a inculqué, qui est que, au fond, tout ça, c'est un peu de leur faute. C'est vraiment glaçant. D'ailleurs, on suit au fil du roman les conséquences de ce silence. D'un côté, il permet aux individus de vivre dans la contradiction, dans le paradoxe. Comme le fait qu'une fille de 13 ans puisse avoir un fiancé qui dépasse la quarantaine, ou que cette même enfant puisse se sentir coupable de ce qui lui arrive. D'un autre côté, le silence, il isole. Tous les personnages que Cléo croise sont immobilisés dans cette chape de plomb. À l'école, dans la famille, dans les rapports amoureux, dans les milieux militants, avec les collègues du cabaret. Chacun participe à conduire autrui hors du groupe. Dans cette exploration sociale des solitudes, je trouve qu'il y a d'ailleurs quelque chose des romans picaresques. Vous savez, ces romans espagnols du XVIe siècle qui racontaient les aventures de personnages marginaux qui traversaient toutes les couches de la société. La BD Les Indes Fourbes avait par exemple récemment remis ce genre à la mode dans le pastichon. Et ben voilà, Cléo, elle est aussi marginale. Sujet de tous les soupçons, victime de tous les ragots, elle finit par être mise à l'écart de son propre corps. Entre les contradictions de l'isolement des personnages,
Je trouve que le livre dépeint avec brio l'aliénation qu'engendre le silence. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, je trouve que là-dessus, il y a quelque chose d'assez frappant, qui est qu'à plusieurs reprises dans le roman, comme ici, les personnages font référence au film Cléo de 5 à 7. C'est le film d'Agnès Varda, des années 60, et qui met, lui aussi, comme ici, en scène une jeune femme qui porte un lourd secret. Alors là, c'est un peu différent, c'est qu'elle a sûrement le cancer. Et elle attend des résultats médicaux pour dans 2 heures. Et en attendant, elle va chercher à se distraire, à mettre son mal sous le tapis, ou alors à quémander l'affection de ses proches. Et pourtant, personne ne la prend au sérieux. Son drame la tient à distance. Et du coup, tout le début du film ressemble au début du livre, et qui est que Cléo est un personnage principal, mais que les autres regardent, qu'ils voient passer sans pouvoir la toucher, elle et son mal invisible. Dans la lecture qui va suivre, c'est le matin dans l'appartement de Cléo. Elle a lu la veille un article de presse qui commence à ébruiter l'affaire, et elle médite sur sa propre responsabilité. Assise en tailleur sur les draps, Cléo inspecte sa nuit comme on se palpe après une chute. Aucune trace dans ses rêves de l'article lu la veille. Aucune silhouette venue du passé, pas même un décor. Collège Jean Massé, le RER, la place de la mairie où la patinoire prenait des allures de marécage dès le printemps. L'odeur stagnante d'herbes poisseuses collées à la pierre grise. Une nuit lente et vide. Andenne de l'année 1984. Sur la table du salon, l'ordinateur la nargue. La gueule plate de l'écran prête à archiver la moindre requête. Zélée. Des familles dysfonctionnelles. Décomposées. Milieu populaire. Elle n'a aucune excuse sociologique. Aucune excuse d'aucune sorte. Elle ouvre grand la porte-fenêtre donnant sur la rue pour briser le silence surchauffé de l'appartement. Dans le square d'en face, les parents harnachent leurs enfants comme pour une catastrophe à venir. Casques, coudières, genouillères. Ils munissent les adolescents de téléphones qui les tracent, subtilisent leurs mots de passe de leur compte sur Internet, s'enorgueillissent de leur vigilance. Cléo songe à l'angle mort, celui où aucun parent n'entendra arriver la petite musique de Cathy. Cléo pense aux indices négligés, aux parfums de désastre annoncés. Quelque part existe une photo d'une Cléo de 13 ans, candidate galatée, archivée pour l'éternité. L'ordre exact dans lequel les événements se sont déroulés, les années l'ont dissous. Le passé est un paysage au flou de crachis, dont la cartographie repose entre les pages d'un cahier à la couverture bleue, rangé sous le lit conjugal avec de vieux numéros de L. Une dizaine de pages, à peine, remplies de prénoms et de dates soulignés à la règle. Marjorie, OK, mercredi 12 avril, 14h. Sandrine, OK, mercredi 19-26 avril, 14h. Ces élus. Tu as du flair. La sécheresse âpre dans sa bouche depuis la veille. Cette torsion des intestins. La pesanteur d'une masse douloureuse jusqu'en bas du dos. Qu'on en finisse. Qu'on la juge et qu'on la punisse. Mais ça met du temps à se craqueler quand même. Ouais, c'est vrai. Les premières fissures dans le silence, en fait, elles sont provoquées par de simples questions, mais elles sont le premier pas vers la parole. Il y a des documentaristes, un homme à tout faire, un musicien, une militante. Les personnages qui troublent le calme des non-dits, ils se succèdent au fil du livre comme une armature pour le texte. Et ces interrogations sont à chaque fois autant de trames qui viennent guider la lecture du début à la fin de presque chaque chapitre. Oui, mais sauf que ces premières fissures, il me semble que parfois elles ne suffisent pas. Parfois, c'est un peu trop maladroitement que la parole vient s'essayer à la guérison. Parfois, les questions sont posées à Cléo d'une façon qui l'étouffe.
Et là encore, c'est à mon avis la richesse de ce livre qui arrive à bien mettre en scène la contradiction des différents personnages. Tu sais, par exemple, il y a Lara, la jeune étudiante, celle qui est l'amoureuse de Cléo, et qui une fois l'invite à une réunion de son groupe militant où il se trouve que, en fait, le féminisme est un peu taché du mépris de classe. Tu sais, ils lui disent oui, enfin, tu danses chez Drucker en petite tenue, tu peux pas prétendre que tu fais ça parce que t'aimes ça, parce que t'as le choix. Et en fait, très rapidement, il se retrouve, plutôt que d'écouter Cléo, à lui expliquer ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire démissionner, ne plus danser, etc. Et donc, dans leur cas, la parole, elle est devenue verbiage. Tu vois, elle a perdu son sens. On est d'accord, elle cause l'hostilité et la rupture. Et je pense que si jamais la parole de Cléo est difficilement entendue, c'est parce que, comme tu le disais justement tout à l'heure, elle rentre pas vraiment dans les clous de la bonne histoire. C'est que son histoire, à elle, ne convient pas. Ça me fait penser à ce que je disais à l'instant, c'est une autre jeune danseuse, Betty, qui à un moment se demande clairement, et demande d'ailleurs aux gens qui sont autour d'elle, comment savoir si une histoire était MeToo? Y avait-il des critères? C'est ça la grande question, je pense. On comprend en fait peu à peu que l'histoire que Cléo se racontait elle-même, c'est pas celle d'une victime innocente tombée dans les griffes d'un violeur. Hein. Je parlais tout à l'heure de la confusion qu'apporte le silence. Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit. Dans son récit, Cléo se voit autant victime que coupable. À la culpabilité d'avoir été rabatteuse pour la fausse fondation dont elle a été victime, s'ajoute la honte d'avoir été frigide, de ne pas s'être laissé faire. Il y a un paradoxe irréconciliable de deux culpabilités contradictoires que seul le roman peut mettre en mots. Et ce que nous enseigne ce livre, c'est bien le problème de tout récit qui doit correspondre à certains stéréotypes, qui doit rentrer dans les clous pour être accueilli collectivement. Certains récits n'ont pas les mots pour être exprimés et entendus. Oui, on est d'accord. En fait, toute la quête de Cléo, c'est d'obtenir le pardon de ces femmes-là, qui sont ses anciennes camarades du collège qu'elle a dirigées vers la fondation et donc vers le drame. Or, et c'est ça qui nous a beaucoup touchés, c'est que finalement, une fois les questions posées, une fois les récits livrés, c'est dans le silence que le pardon et la consolation peuvent trouver leur place. Le livre se finit ainsi par, tu le sais, un retour au silence, par une étreinte entre deux femmes qui se sont crues ennemies et qui se révèlent sœurs. Le vrai pardon excède la parole. Le livre finit par atteindre finalement l'extrémité de son pouvoir. Je lis la fin qui m'a beaucoup touchée. Il y a 30 ans qu'aucune d'entre nous ne doit rien à Galatée. Il y a 35 ans que je voudrais te demander pardon. Et dans toute cette traversée, moi j'ai vraiment trouvé que la parole la plus juste est souvent tenue par la narratrice, qui sait ce qu'il faut révéler et ce qu'il faut laisser sous silence. L'autrice, Lola Lafont, en est d'autant mieux consciente que son roman est en grande partie autobiographique, on avait découvert ça tous les deux. Voici ce qu'elle dit de sa tâche d'écrivaine au micro de Richard Guettet dans l'émission Bookmakers sur Arte Radio. Ce sera un peu pareil dans votre dernier roman en date, Chaviré. On ne lit pas les horreurs des prédateurs pour ne pas mettre le lecteur dans une position de prédation par rapport à un corps adolescent, pour ne pas faire de la pornographie. Oui, pour ne pas vraiment aller totalement à l'encontre du projet. Quand Cléo se rend au rendez-vous de la fausse fondation Galatée et rencontre les faux jurés, cette scène-là, j'ai reculé, j'ai vraiment renâclé à l'affaire. Je me suis dit à un moment donné, je ne l'écrirai pas, il n'y en aura pas. Et puis j'ai discuté avec mon éditrice, avec qui j'étais vraiment très proche d'elle. Je le dis au passé parce qu'elle vient de prendre sa retraite. Elle m'a dit cette phrase, attention, on pourrait vous accuser d'évitement. Et là, je me suis dit, elle a raison. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Et pour Chaviré, ce que j'ai trouvé et qui me va aujourd'hui, c'est qu'il a fallu descendre à la hauteur du personnage, descendre à 13 ans et être totalement aux côtés de Cléo et rester dans les sensations du corps. Il n'y a pas une compréhension totale de ce qui lui arrive, de ce que fait le type, mais elle est totalement sidérée et en même temps totalement à l'écoute des doigts, du froid de sa bague. Donc il fallait être très concentré sur, encore une fois, c'est pas psychologisé, mais sur les détails concrets. Chaviré, c'est un roman qui ne ment pas, mais qui n'est pas voyeuriste. C'est pour cette raison-là, à notre avis, que chaque chapitre démarre en peignant avec tendresse chaque personnage dans son fort intérieur, ses habitudes, ses contradictions. C'est de cette façon-là, à notre avis, que la parole devient cathartique, libératrice et finalement politique. Chaviré commence comme un roman de la parole et finit comme un roman du silence. Il commence là où le mot brouille les pistes, rend complice, empoisonne longuement.
Il commence à l'endroit même où une société transige avec l'abject en désertant la colère. Chaviré s'achève après avoir traversé les contradictions de la foule de ses personnages, après avoir raconté les vies qui guérissent, celles qui ne guérissent pas, et les corps abîmés qui scintillent de paillettes. Il s'achève dans le silence de la consolation, là où l'on pense les blessures.